De quoi avez-vous rêvé cette nuit? Alors je vous entends d'ici. Il y a ceux qui se disent moi je n'ai pas rêvé », voire « moi je ne rêve jamais ». Il y a ceux qui savent qu'ils ont rêvé, mais alors à quoi? Impossible de vous en souvenir. Pour ceux qui s'en souviennent, je parie que c'était assez émotionnel comme expérience. Mais alors pourquoi de l'émotion alors que vous étiez tranquillement en train de dormir? Et puis, à quoi ça peut bien servir de rêver? Pourquoi est-ce que nous ne sombrons pas dans l'inconscience la plus totale pendant que nous dormons? Je suis Jean-Baptiste Morancy, je suis psychiatre, spécialisé dans le sommeil, et moi, ce qui m'intéresse dans les rêves, c'est comment ils pourraient contribuer à maintenir notre bien-être et à réguler nos émotions lorsque nous sommes réveillés. En effet, plusieurs théories postulent qu'au cours des rêves, nous rejouons les éléments émotionnels de la veille, pas forcément de façon exacte, en mélangeant à d'autres souvenirs, de façon métaphorique. Comme dans un théâtre, le but, ce serait de mettre ces événements en mémoire, mais aussi de les digérer, c'est-à-dire d'être capable d'y faire face lorsque nous y sommes à nouveau confrontés à l'éveil. Nous ferions donc chaque nuit notre propre thérapie nocturne grâce aux rêves. Dans certaines maladies mentales, en revanche, comme dans la dépression, la régulation émotionnelle semble ne plus fonctionner. Bien au contraire, la digestion ne se fait plus. Qu'est-ce qui dysfonctionne exactement? On ne sait pas à l'heure actuelle. Il faut dire que le mécanisme de la thérapie nocturne est encore très mystérieux. Une piste, pour essayer de comprendre un jour ce qui se passe, pourrait être d'essayer de mieux comprendre les rêves et les émotions qui s'y déroulent, puisque, après tout, elles sont censées être le substrat de la digestion émotionnelle. Le problème avec les rêves, c'est qu'ils sont bien difficiles à étudier. Je vais vous en raconter un de rêve. C'est le rêve d'un patient dont on enregistrait le sommeil dans le service où je travaille, à l'hôpital Salpêtrière à Paris, et le voici tel que le patient nous l'a livré. Au début du rêve, un gros matelas m'est tombé dessus. J'ai dû le pousser et je suis sortie. Je me suis retrouvée dans un long couloir. Il était dallé avec des formes géométriques sur le sol. Je suis rentrée dans une première pièce qui était une cuisine, puis je suis passée dans une seconde pièce, une cuisine à nouveau. À ce moment-là, je suis ressortie dans le couloir et je suis passée dans une troisième pièce. C'était un grand salon avec des grandes baies vitrées très lumineux qui donnaient sur un jardin. Je suis descendue dans le jardin. Il était composé de haies très denses, on pouvait marcher dessus. Et à ce moment-là, je me suis envolée vers l'horizon, je me suis envolée vers les montagnes au fond. En passant, j'ai vu passer un oiseau. Il avait 6 paires d'ailes, on aurait dit les branches d'un sapin. À ce moment-là, je me suis projetée vers les montagnes. Elles étaient reliées par un pont. Et puis là, ça a comme dézoomé. Je me suis retrouvée dans la pièce où vous faites les enregistrements de sommeil. Et c'est comme si j'avais regardé le rêve sur un écran d'ordinateur. Juste à côté, il y avait un mannequin, mais dont on ne voyait pas le visage. Je suis sortie dans une autre pièce. Il y avait tout un tas de corps enchevêtrés les uns sur les autres avec des longs cheveux. Et là, le rêve s'est terminé. Il s'en passe des choses dans un rêve. C'est très riche, avec une grande diversité d'expériences. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est vraiment le rêve tel qu'il s'est déroulé? Car en effet, ce n'est pas le rêve lui-même que nous venons de parcourir, mais son récit. Le rêve, par définition, c'est une expérience subjective qui survient au cours du sommeil, et il n'y a que le rêveur qui y a accès. Donc, il doit nous le raconter pour qu'on puisse l'étudier. Imaginons que nous sommes en train d'enregistrer votre sommeil. Vous avez des capteurs sur le crâne qui mesurent l'activité électrique de votre cerveau et qui indiquent aux chercheurs que vous êtes bel et bien en train de dormir. Vous êtes en train de rêver, et là on vient vous réveiller. Tout d'abord, il faut que vous vous souveniez du rêve que vous étiez en train de faire. Je suis sûre que vous avez déjà tous eu cette sensation d'être en train de rêver et que le rêve s'évapore au moment où vous vous réveillez. Ou alors, subsistent seulement des bribes. C'est ce qu'on appelle le biais d'amnésie. Supposons que vous vous en souveniez à peu près. Il y a une deuxième difficulté qui commence. C'est quand même bien étrange ce qui vient de vous arriver, une espèce de flux d'images et de sons qui n'ont parfois pas grand sens maintenant que vous y pensez.
mais il faut raconter. Alors votre cerveau éveillé, qui accepte beaucoup moins l'absurde que votre cerveau endormi, va mettre une trame rescénarisée, trahissant le déroulé original du rêve. Et enfin, il va nous manquer tout un tas d'informations, comme en combien de temps le rêve s'est-il déroulé? Par exemple, combien de temps entre le matelas qui tombe et l'envol vers les montagnes? On peut toujours tenter une estimation à l'éveil, mais est-elle correcte? On ne peut pas en être sûr a priori. Pour toutes ces raisons, ce qu'on voudrait, c'est que le rêveur nous raconte son rêve, non pas après s'être réveillé, mais pendant que le rêve est en train de se dérouler, en direct. Alors, impossible, me direz-vous, il faut forcément réveiller le rêveur pour avoir accès à son rêve. Eh bien, si c'est possible, grâce au rêve lucide. Le rêve lucide, c'est un rêve au cours duquel on prend conscience que l'on est en train de rêver. Ça vous est peut-être déjà arrivé, en général on en profite pour essayer de s'envoler. Le rêve lucide a longtemps peu intéressé le monde scientifique, voire suscité sa méfiance. En effet, n'importe qui peut se réveiller le matin et dire qu'il était lucide. Ça semblait un phénomène non vérifiable et donc peu étudiable scientifiquement. Mais ça, c'était avant la découverte des codes de lucidité. Car oui, les rêveurs lucides peuvent nous envoyer des codes depuis leurs rêves. Pour faire simple, disons que pratiquement tous les rêves lucides se produisent en sommeil paradoxal, un stade de sommeil au cours duquel nous sommes paralysés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça nous empêche de nous mettre à vivre nos rêves et tomber du lit. Mais la paralysie n'est pas totale. Les yeux notamment bougent au cours de ce stade, et des chercheurs ont une idée géniale. Ils ont eu l'idée, s'ils étaient lucides, de réaliser un code avec leurs yeux, selon une séquence prédéfinie, comme gauche-droite, gauche-droite. Et si on enregistre les mouvements oculaires du dormeur, comme c'est le cas sur tous les enregistrements de sommeil, on voit un aspect bien identifiable apparaître au moment où le code est réalisé. Ces codes sont non seulement la preuve que le rêve lucide a bien eu lieu, mais c'est aussi la possibilité d'envoyer des informations en direct depuis un rêve en train de se dérouler. Et c'est le rêve lucide que nous avons choisi d'utiliser avec mon équipe pour obtenir pour la première fois le contenu émotionnel d'un rêve en direct. Nous n'avons pas utilisé le code oculaire, mais un nouveau code basé sur les muscles du visage. Le code était le suivant. 3 froncements de sourcils en cas de rêve négatif, 3 sourires en cas de rêve positif, et en cas de rêve neutre, un froncement, un sourire. Le visage réel, celui qui est dans le lit, est apparemment impassible. Et pour cause, il est complètement paralysé par le sommeil paradoxal, mais une activité minime arrive à passer, et en plaçant des capteurs sur les bons muscles, on voit apparaître 3 petites activations, 3 petits pics, une espèce de télégramme envoyé depuis le monde des rêves et codé avec les muscles du visage. Une problématique avec le rêve lucide, c'est qu'il est quand même assez rare d'arriver à enregistrer des codes de lucidité en laboratoire de sommeil, et bien souvent il faut plusieurs nuits d'enregistrement pour obtenir ne serait-ce qu'un code. C'est pourquoi nous avons fait appel à des patients que nous prenons en charge dans mon service, qui sont des patients qui souffrent de narcolepsie, une maladie rare qui a comme symptôme principal une somnolence irrépressible qui va donner lieu à de courtes siestes, bien souvent dans des situations inopportunes. Une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils s'endorment très rapidement en sommeil paradoxal. Ça tombe bien, c'est le stade du rêve lucide. Et autre caractéristique de ces patients, ce sont d'excellents rêveurs lucides, capables de réaliser des codes de lucidité avec un très haut taux de réussite. Nous leur avons donc demandé de venir dans le service et de réaliser des siestes avec pour consigne, s'ils étaient lucides, de coder en direct l'émotion du rêve en train de se dérouler. Ils étaient ensuite réveillés pour qu'ils puissent nous raconter leurs rêves. Pour vous illustrer ce que ça donne, je vous propose de parcourir la sieste de Pierrot, un des patients de l'étude. Voici une représentation schématique d'une des siestes qu'il a réalisées. Elle dure à peu près 5 minutes et elle est essentiellement composée de sommeil paradoxal, typique d'un narcoleptique donc. Et voici ce que Pierrot nous a raconté en se réveillant de sa sieste.
Au début du rêve, j'étais dans un couloir. C'était assez neutre, j'ai fait 2 codes neutres. Ensuite, je suis passé dans une pièce, une vieille salle d'informatique avec des ordinateurs comme dans les années 90. Tout à coup, un visage effrayant est sorti dans des écrans. J'ai eu très peur. J'ai fait un code négatif. Je suis ressorti dans le couloir. Il y avait une ombre effrayante qui passait avec un couteau. Il y avait des gens qui passaient avec des silhouettes ondoyantes. Je voyais des patients qui criaient. Je voyais des enfants qui sautaient sur les lits. J'ai encore fait 2 ou 3 codes négatifs. Puis ensuite, je me suis retrouvée dans une grande pièce, très lumineuse. J'étais soulagée d'être sortie de la partie sombre. J'ai fait un code positif. J'ai vu des gens que je pensais connaître. Je leur sautais dans les bras. Mais en fait, c'était pas eux. J'étais surpris que ce ne soient pas les bonnes personnes. Et j'ai fait un code négatif. Retour à la sieste. Est-ce que vous seriez capable de placer toutes ces péripéties sur cette petite sieste de 5 minutes? Impossible, n'est-ce pas? Mais grâce au code réalisé puis rapporté par Pierrot, on peut venir placer précisément pratiquement toutes les péripéties du rêve. Là, Pierrot est dans le couloir, là, la grosse frayeur dans la salle d'informatique, ainsi de suite. Il y a peut-être quelque chose qui vous frappe. Nous, en tout cas, ça nous a tout de suite frappé. L'émotion est très changeante au cours du rêve. Et ce caractère très changeant, on a pu le confirmer au cours de la suite de l'étude. On a enregistré une vingtaine de patients, comme Pierrot, au cours d'une centaine de siestes, avec plus d'une centaine de codes réalisés, et bien souvent, l'émotion changeait. De plus, grâce au code, on pouvait mesurer précisément la durée qui s'écoulait entre 2 émotions différentes. Eh bien, du positif au négatif ou du négatif au positif, ça changeait en moins d'1 minute. Sur l'heure et demie que vous passez en sommeil paradoxal chaque nuit, ça fait potentiellement beaucoup de changements. On a essayé d'interpréter ce caractère très dynamique de l'émotion et on s'est demandé, mais est-ce que ça ne fait pas partie du mécanisme de la thérapie nocturne? Est-ce que le cerveau n'a pas besoin de faire des petites pauses positives pour pouvoir traiter du négatif? Ça reste très hypothétique, mais c'est une piste qui nous intéresse beaucoup. Alors, on a obtenu pour la première fois le contenu émotionnel d'un rêve en direct grâce aux patients souffrant de narcolepsie. Le problème, c'est que chez la plupart des rêveurs, qui ne souffrent pas de narcolepsie, donc, obtenir des codes comme ça en direct serait beaucoup plus rare et difficile. Ce à quoi nous sommes en train de travailler actuellement, c'est d'essayer de trouver la signature neurale des beaux rêves et des mauvais rêves, c'est-à-dire être capable de les détecter à partir de l'activité électrique du cerveau endormi et mettre au point, pourquoi pas, un décodeur émotion des rêves. Avec un tel outil, plus besoin de réveiller les gens pour leur demander leurs rêves, ou même de leur demander à quoi ils rêvaient cette nuit. On en est encore très loin. Mais on pense qu'il s'agit d'un premier pas vers cet objectif qui, à terme, pourrait être un formidable accélérateur pour comprendre les liens entre l'émotion des rêves et la digestion des émotions, mais aussi lorsque la digestion ne se fait pas chez certains patients, et in fine comprendre les mécanismes qui mènent aux maladies mentales.